Amy who? Amy Winehouse. You're going to be a top singer, yeah? Amy Winehouse. Amy Winehouse. Amy Winehouse. So the baby go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. Today, family and friends gather to say goodbye to singer Amy Winehouse, who died on Saturday, aged 27. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la chanteuse Amy Winehouse. Ça fait très longtemps qu'on me demandait de faire une vidéo sur elle, j'étais pas forcément prête parce que c'est un sujet lourd, mais là à l'occasion de la sortie du biopic sur Amy, je me suis dit qu'il était quand même temps de faire cette vidéo, mais je ne vous cache pas que ça m'a mis dans le mal, hein. C'est vraiment un parcours qui est très lourd. Bref, on va voir tout ça aujourd'hui, mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Qu'est-ce que c'est un VPN? C'est un espèce de bouclier en ligne. Il permet de masquer votre adresse IP, également de chiffrer vos données personnelles et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. De ce fait, quand vous vous connectez à un Wi-Fi public, vous êtes complètement invisible aux yeux des autres. Personne n'aura accès à ces infos, pas de piratage, pas de sites malveillants. Ça, c'est pour la partie sécurité. Maintenant, la partie beaucoup plus fun, c'est que vous pouvez avec CyberGhost avoir accès à du contenu géo-restreint. Et ce, du fin fond de votre canapé en France. Hein. Vous pouvez avoir accès au Netflix coréen, par exemple, au Netflix japonais, mais pas que. C'est valable sur 35 sites de streaming. Donc, vous avez aussi Disney+, Amazon. Et sachez que avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir cet appareil. Quand même, c'est pas mal. Et c'est compatible avec Windows, macOS, Android et Smart TV, console. Donc je vous invite à aller voir les avis sur Internet. Il y a 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il est très très bien noté sur Trustpilot. Vous avez un service client en français qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. Donc afin de découvrir tous ces services, ne serait-ce même que pour tester, eh bien je vous mets le lien qui s'affiche juste là, vous le retrouvez en barre d'infos, également en commentaire épinglé. Il vous permet d'avoir accès à une offre de 83% de réduction avec 4 mois en plus gratuits et ce pour seulement 2 € par mois. N'hésitez pas à tester, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Merci encore CyberGhost et c'est parti avec notre sujet du jour. Amy Jade Winehouse voit le jour le 14 septembre 1983 à Enfield, à Londres, au sein d'une famille juive passionné de jazz et déjà parent d'un petit garçon prénommé Alex. Alors quand je vous dis que sa famille est passionnée de jazz, c'est le père en fait, son père est chauffeur de taxi, il écoute tout le temps de la musique. Sa grand-mère est également chanteuse de cabaret, elle a aussi un oncle qui fait de la musique. Bref, c'est vraiment une famille qui baigne dans la musique et ils aiment particulièrement le jazz. Donc dès toute petite, Amy va commencer à chanter avec son père, hein, qui passe son temps à chanter à la maison. Enfin, quand il est là, parce que on comprend qu'il n'est pas souvent très présent à la maison. Et d'ailleurs, quand elle a 9 ans, ses parents divorcent. Son père quitte le foyer pour aller s'installer avec sa maîtresse. C'est une relation extra-conjugale qu'il entretient depuis qu'Amy a 18 mois. Ce divorce, plus le fait que son père ne soit pas aussi présent qu'elle le voudrait, ça va beaucoup impacter Amy tout au long de sa vie. Ce sentiment d'abandon, ça va la poursuivre, ce qui expliquera d'ailleurs pas mal de choses dans sa vie amoureuse. Mais voilà, dès l'âge de 15 ans, elle va commencer à se faire du mal. Alors je suis désolée, je ne peux pas dire le mot sinon la vidéo saute, mais elle va commencer à se faire ce que malheureusement pas mal d'ados se font, donc elle va se faire du mal. Elle aura également beaucoup de troubles alimentaire, elle souffre de boulimie et ça par contre la boulimie ça la poursuivra jusqu'au bout. Bon, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à l'âge de 10 ans, afin de s'évader de tout ça, le divorce, eh bien elle va créer un groupe de rap avec sa meilleure amie qu'elle connaît depuis la maternelle qui s'appelle Juliette et leur groupe de rap s'appelle les Sweet and Sour
hommage au groupe Salt and Pepper dont elles sont fans. Ensuite, elle va intégrer l'école d'art Sylvia Young à l'âge de 13 ans. Elle va suivre des cours de théâtre, de chant, de claquettes, elle va faire plein de choses là-bas. Elle commence également à cette époque à jouer de la guitare et à écrire. Alors, c'est pas des chansons qu'elle écrit à ce moment-là, ce sont plus des poèmes, mais par la suite, ça se transformera en chansons. I don't think I knew what depression was. I knew I felt funny sometimes and I was different. I think it's a musician thing. That's why I write music. Malheureusement, ça ne va pas le faire dans cette école. Et là, pour le coup, je vous avoue que les sources que j'ai trouvées sont contradictoires. Alors écoutez, moi j'ai vu un documentaire où c'est carrément Sylvia Young elle-même, donc la fondatrice de cette école, qui dit qu'en fait, c'est un des professeurs de l'école qui a dit à ses parents, à Amy, que ça le faisait pas trop et que en gros elle aurait peut-être pas son diplôme. Donc vu que l'école coûtait cher, les parents se sont dit bon bah si ça va pas le faire, autant la changer d'école. Et Sylvia Young d'ailleurs l'a très mal pris, elle a viré le professeur suite à ça, mais Amy était déjà partie. Moi je préfère croire du coup la directrice de cet établissement, hein, donc selon elle, oui Amy avait un peu de mal au niveau des matières classiques, mais le reste, elle était très douée, elle avait même sauté une classe, donc non, elle n'a pas été renvoyée. Voilà, bon, toujours est-il que suite à ça, elle va intégrer un internat à la Brit School de Croydon, et elle va également chanter dans un orchestre de jazz dès l'âge de 16 ans. Elle va commencer aussi à se produire dans plusieurs pub dans le quartier de Soho, et dès qu'elle quitte l'école, elle s'installe avec sa meilleure amie, donc Juliette, hein, toujours elle, et elle va décrocher un petit boulot comme chroniqueuse musicale tout en continuant à chanter dans des clubs londoniens avant de signer un contrat avec Island Universal, ce sera en 2002, grâce à un ami à elle, le chanteur James Tyler. Donc là, on arrive en 2003, Amy a 20 ans, quand son premier opus, Frank, hommage à Frank Sinatra, qu'elle a entièrement coécrit, sort et est nominé aux Brit Awards. Il séduit déjà de nombreux fans en Europe et également aux États-Unis. Donc, Amy décide de déménager. Elle s'installe dans le quartier de Camden et ça va commencer à être le début des problèmes. Alors, Camden, c'est un quartier qui est très très animé. Eh bien, Amy va beaucoup en profiter, hein. Elle va sortir énormément. Elle boit beaucoup et pendant 2 ans, elle ne va pas écrire de nouvelles chansons. Elle ne va pas vraiment faire de musique. Pas d'inspiration, quoi, en fait. Mais en 2005, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Blake Fielder Civil. Ils se rencontrent au pub The Good Mixer. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vit de petits boulots. Tantôt il est coiffeur, tantôt il distribue des publicités pour des concerts dans les pubs de Camden. Elle va tomber éperdument amoureuse de lui, bien que tous les deux ne soient pas libres. Amy a déjà un petit copain, lui il a également une petite copine. Bon, finalement ils se mettent ensemble, ils deviennent rapidement inséparables, mais à peine 6 mois après, Blake décide de rompre avec Amy pour retourner auprès de son ex-petite amie. Pour se venger, Amy va coucher avec son meilleur ami et après elle va sombrer, elle a fait ça pour se venger, mais Blake elle l'a dans la peau, donc elle déprime, ça va pas bien du tout. Son label, il est sur le point de la lâcher parce qu'elle écrit pas de nouvel album, quoi. Donc, si tu fais rien, on va pas te garder. Et bien, tout ce qu'elle a vécu avec Blake, ça va nourrir sa créativité. Donc, elle va se remettre à écrire et sa peine de cœur va lui inspirer l'un des plus gros tubes de sa carrière. Il s'agit de Back to Black. Qui parle entièrement de sa relation avec Blake. De toute façon, tout cet album-là, quasiment, il parle de Blake. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to, so I guess I went back to a very black few months, you know, doing silly things, as you do when you're 22 and in young and in love. And I was drinking a lot, not anything terrible, I was just trying to forget about the fact that I had Donc le processus de création de son second album est enclenché et c'est pendant l'enregistrement de ce dernier qu'Amy opère une transformation physique inspirée des années 60 afin de se sentir plus
plus belle. Il y a également des complexes par rapport à ça. Donc sa coupe de cheveux choucroute et son eyeliner démesuré deviennent cultes. Elle va vraiment se démarquer avec ce look. Elle se fait également refaire la poitrine. Elle se fait faire plusieurs tatouages, dont une pin-up nommée Cynthia, qui est un hommage à sa grand-mère qui est décédée pendant qu'elle enregistrait son album. Elles étaient très très proches toutes les deux. Et là déjà, pendant les enregistrements, il y a son ami Mark Ronson, qui travaille également avec elle sur cet album, qui va un petit peu être alarmé de sa consommation d'alcool. Elle enchaîne les whisky coca. C'est alarmant au point que l'entourage d'Amy se dit qu'il serait peut-être judicieux de l'envoyer en cure de désintox parce que clairement elle est alcoolique. Et bien celui qui va avoir le dernier mot, ce sera son père. Pour lui, sa fille, elle va très bien, quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle aille en cure. Et c'est toute cette situation d'ailleurs qui va lui inspirer son titre signature. Malheureusement, c'est son titre signature qui annonçait, je trouve, beaucoup de choses. Il s'agit donc du titre Rehab. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. It was always very clear Amy could have gone on to do great things. What was also very clear at the time is that she was lost and not well. And so I felt that it was a key time to try and get her focus, try and get her better, and put everything else off for a minute. There were quite a few people that disagreed with that. You didn't want her to go to rehab at that point. And I said, look, she just split up with her boyfriend. You know, I think she's fine. She said, look, I'll go. She went, she left my house, and 3 hours later she came back. I was in the lounge with the two Nicks and we're talking. And she went upstairs. I didn't know what she was doing. 10 minutes later, she came back, and in that 10 minutes, she wrote Rehab. Donc finalement, ce titre, quand on l'écoute, on se dit que ouais, ça fait mal au cœur, quoi, parce que il y avait déjà tous les signes devant nous pour nous dire que ça allait droit vers la catastrophe. Bon, en tout cas, l'album Back to Black sort en octobre 2006. Il fait d'Amy Winehouse une star planétaire et une diva de la soul. Elle est sacrée meilleure nouvelle artiste. Ce succès fulgurant, parce que Frank avait déjà pas mal marché, mais là, avec Back to Black, comme je vous dis, ça devient au niveau planétaire, eh bien, elle va devenir également la cible des paparazzi qui vont la traquer sans répit. Lady Diana bis. Ça va être la même chose. En Angleterre, c'est des fous. Les paparazzi, c'est un level, c'est encore pire qu'aux States. Donc, ça va lui pourrir la vie, clairement. Et donc, Blake, dans cette histoire, quand il va voir, plutôt entendre cet album, qu'il va voir Amy partout, il va revenir auprès d'elle. Alors, c'est difficile de savoir s'il revient pour l'argent. On peut quand même se poser la question. Ou est-ce qu'il revient parce que cet album étant entièrement dédié à lui, ça l'a touché, il s'est rendu compte que finalement il aimait Amy plus que tout, donc il est revenu. Ça, je ne sais pas. C'est à vous de vous faire votre propre avis. Toujours est-il qu'il revient donc dans sa vie pour le meilleur et surtout pour le pire, car il va la faire plonger dans la drogue. Lui, il prend déjà des drogues dures. Amy, c'était l'alcool et le canard. Lui, c'est autre chose. Voilà, lui, c'est un niveau supérieur. Mais ils sont fous amoureux. Amy se fait tatouer Blake sur la poitrine. Blake, de son côté, il a Amy qui est tatouée derrière son oreille. Et à peine quelques semaines après leur retrouvaille, eh bien, ils se marient à Miami. Ce sera en mai 2007. Amy rêve de fonder une famille, mais ça n'est pas compatible avec le mode de vie. Là, désormais, Amy prend les mêmes substances que Blake. Ce sont tous les deux, faut dire les mots, un couple de junkies. Ça se fait ressentir lors des performances scéniques d'Amy. Elle perd également beaucoup de poids. Les paparazzi, alors là, ils sont contents. On a un nouveau Sid et Nancy ou un nouveau Pete Doherty, Kate Moss. Donc, ils vont les suivre partout. Ils sont photographiés dans les rues. Alors, il y a un moment donné où on les voit. Ils sortent de l'hôtel Sanderson. Ils sont dans les rues de Londres. Le maquillage dégouline de partout. Ils ont du sang sur eux. Et beaucoup vont pointer du doigt, malgré tout ça, tout ce qui va pas, les chaussures d'Amy qui sont ensanglantées. Et les conclusions vont vite être prises. Les gens pensent qu'en fait, elle se fait des injections d'héros entre les orteils pour pas que ça se voit sur les bras. Enfin, voilà quoi. Ça commence à spéculer beaucoup. À raison, j'ai envie de vous dire, parce que oui, concrètement, Amy prend maintenant de l'héros, de la coco, des cachetons et également du CARCK.
Vous voyez? Donc ouais, on est dans du lourd là. Bon, en août 2007, du coup, Amy annule un certain nombre de concerts au Royaume-Uni ainsi qu'en Europe à cause de son épuisement et de sa mauvaise santé. Alors en effet, hein, elle est hospitalisée pour avoir fait une overdose. Et alors là, franchement, ça fait froid dans le dos ce qu'ils ont retrouvé dans son système. Il y avait de l'héro, de l'exta, de la coco, de la kétamine, de l'alcool et de l'herbe. C'est un miracle qu'elle y soit pas restée. Du coup, le père d'Amy intervient et il décide d'envoyer le couple en cure de désintoxication, chose qu'ils vont faire. Malheureusement, ils ne vont y rester que quelques jours. Et peu de temps après, nous sommes en octobre 2007, Amy et son mari sont arrêtés en Norvège pour possession de canna. Bon, c'est pas très méchant, ils vont être remis en liberté avec une amende de 480 €. Mais de retour à Londres, ça va continuer, hein, les frasques. Et là, il y a une vidéo qui va être diffusée sur le site du magazine The Sun. Cette vidéo va attirer l'attention de la Scotland Yard. On va même envisager de poursuivre Amy pour usage de stupéfiants, mais toutes les charges vont être abandonnées en raison de son incapacité à pouvoir prouver que la substance inhalée dans la vidéo était réellement une substance illicite. Blake va être arrêté le 9 novembre 2007. Il est accusé d'avoir attaqué un propriétaire de club et ensuite d'avoir perverti le cours de la justice en tentant de soudoyer un témoin pour qu'il ne se présente pas au tribunal. Il sera jugé courant de l'année 2008 et il va prendre 27 mois de prison. Alors là, Amy, séparée de son grand amour, va complètement plonger en dépression. On va la voir de plus en plus saoule lors des concerts. On la voit aussi souvent accompagnée du chanteur Pete Doherty. Alors là, franchement, c'était pas non plus une référence, quoi. Ça ne rassure pas du tout la famille. Et pendant ce temps, son album Back to Black continue de cartonner à travers le monde. Il s'est vendu à 11 millions d'exemplaires. En 2008, elle va remporter 5 Grammys, dont celui de meilleure nouvelle artiste, chanson de l'année, album de l'année, un record pour le plus grand nombre de récompenses décernées par une artiste féminine en une seule nuit. Elle a dédié tous ses prix à ses parents et également à Blake. On arrive à la fin du mois d'avril 2008. Le comportement d'Amy ainsi qu'une accusation de voie de fait, parce qu'elle devient agressive, avec des paparazzis, etc. Ça commence à inquiéter grandement ses proches qui se disent mais en fait on l'envoie en cure parce que oui, elle fait des séjours en cure, hein, mais manifestement ça ne donne rien du tout. Donc son père ainsi que son manager vont vouloir commencer à envisager sérieusement de la mettre sous tutelle. Et c'est 2 mois plus tard que Amy va être diagnostiquée comme souffrant d'un emphysème pulmonaire. Alors là, c'est pas joli. Qu'est-ce que c'est? Son père va en parler. Il va dire qu'en fait, ses poumons fonctionnent à 70%. Elle a un rythme cardiaque irrégulier et que tout ça, en fait, c'est dû à la cigarette ainsi qu'au CRACK. Son état n'est pas normal pour une personne de son âge, mais que le fait d'inhaler tout ce qu'elle inhale, ça a causé un vieillissement prématuré de ses poumons. Et les médecins auraient également prévenu Amy que si elle continuait à consommer ce truc-là, vous avez compris, elle allait devoir finir par porter un masque à oxygène. Au mieux, au pire, elle allait y passer. Donc là, on rigole plus. Blake, entre-temps, il sort de prison, mais il enchaîne direct avec une cure de désintoxication. Et là, on arrive en décembre 2008. Il sort de sa cure et il se confie à un journal. Et voici ce qu'il va déclarer. Il dit que effectivement, il se sent responsable des addictions d'Amy aux drogues dures et que sans lui, elle n'aurait certainement pas connu la spirale infernale de l'autodestruction. J'ai entraîné Amy là-dedans et sans moi, il est certain qu'elle ne serait jamais partie dans cette direction. J'ai ruiné quelque chose de beau. Début 2009, son père à Amy, Mitch, il décide de l'envoyer en cure de repos. Plusieurs mois sur l'île de Sainte-Lucie et apparemment ça a l'air de porter ses fruits. Il va y avoir des photos d'elle qui vont être prises sur la plage. On voit qu'elle a repris du poids. Donc apparemment, d'après ce qu'on comprend, elle ne prend plus de substances illicites, mais par contre, elle n'arrive pas à arrêter l'alcool. Et on parle d'alcool à grande quantité. Bon, il n'empêche que quand on voit les photos, on se dit waouh, youpi, ça va enfin mieux, elle a repris du poids, on la voit même flirter avec un homme sur la plage. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire Blake ? Il va demander le divorce en invoquant l'adultère.
et demande une prestation compensatoire de 300 000 €. Sachant que le type ne foutait rien quand ils étaient ensemble. Il ne travaillait pas, c'était Amy qui payait tout pour eux deux. Enfin si, il avait un rôle, c'était de trouver des dealers pour les fournir en substance lors de ses tournées. Voilà. Bon, le divorce sera prononcé en juillet 2009. Amy a l'air de l'accepter, plus ou moins. C'est pas pour autant qu'ils vont couper les ponts, parce qu'en avril 2010, la presse les photographie de nouveau ensemble. Et apparemment, c'est officiel. Ils ont même réemménagé ensemble chez Amy. Et elle a même écrit sur Facebook: le roi et la reine de Camden rentrent à la maison. Non, ils vont pas rester ensemble. Ça va pas durer du tout. Bon, il n'empêche qu'elle a l'air, comme je vous dis, d'être sur le chemin de la guérison, mais non, elle est encore très fragile, elle n'arrive pas à travailler sur un nouvel album, et ce qui va lui redonner le goût à la musique, c'est un duo qu'elle va faire avec le très célèbre Tony Bennett. Ce sera pour le titre Abbey Road, et Tony, quand il fait ça, c'est vraiment une perche, une main qu'il tend à Amy pour la soutenir, pour essayer de la remettre dans la musique, sa passion, qu'elle se consacre à ça, qu'elle essaye de remonter la pente. En tout cas, c'était l'espoir de ce chanteur. Ça a l'air de marcher sur le moment. Amy continue à aller mieux, elle est à nouveau motivée pour écrire. Malheureusement, quelques semaines après, Amy apprend que son ex, donc Blake, va devenir papa. Et là, elle va être complètement anéantie et replongée. Son père va tout de même l'inciter à reprendre le chemin des concerts. Quelle grave erreur, car nous sommes le 18 juin 2011. Elle donne un concert à Belgrade qui devait lancer une tournée. C'était une tournée prévue pour l'été à travers l'Europe, mais là c'est un complet désastre. Elle est complètement saoule, elle se fait huer par le public. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est un vigile qui l'empêche de sortir de scène. Parce qu'elle a déjà fait ça plusieurs fois. Elle quittait la scène comme ça au bout de 40 minutes alors qu'elle devait faire un concert d'1h30. Donc là, carrément, il y a quelqu'un pour faire en sorte qu'elle reste sur scène. Franchement, vu l'état dans lequel elle est, ça ne sert à rien, quoi. Vaut mieux tout arrêter, quoi. Bon, c'est ce qui va se passer après ce concert désastreux. Tous les autres vont être annulés et c'est un mois plus tard. Nous sommes le samedi 23 juillet 2011. Amy est retrouvée décédée dans sa chambre chez elle par son garde du corps à l'âge de seulement 27 ans. De ce fait, a rejoint le tristement célèbre Club des 27, tous ces grands artistes qui sont décédés à l'âge de 27 ans. Avant son décès, son garde du corps a déclaré qu'elle était rentrée chez elle dans son appartement 3 jours avant son décès. Elle avait bu, mais elle était de bonne humeur, et le lendemain matin, il a tenté de la réveiller vers 10h, mais elle était déjà décédée. Son corps avait lâché. Donc il y a 2 ambulances qui sont arrivées plus tard dans l'après-midi. Elle a été déclarée morte sur les lieux et dans sa chambre, les autorités ont retrouvé 3 bouteilles de vodka, 2 grandes et une petite. Son taux d'alcoolémie était environ 5 fois supérieur à la limite légale. Donc il y a eu une enquête pour déterminer les causes exactes du décès, même si là concrètement on a compris quoi. Elle a fait une intoxication alcoolique, donc overdose d'alcool. Blake a été interviewé. Il a dit: je suis plus qu'inconsolable, mes larmes ne sécheront jamais. Toutefois, il a été soulagé quand même d'apprendre que Amy n'était pas morte d'une overdose de substances que lui a appris à prendre, on va dire ça comme ça. Donc il dit: je ne sais pas si cela efface ma culpabilité ou ma responsabilité, mais cela montre que je n'ai pas tué mon ex-femme. J'ai été celui qui a amené la drogue dans notre relation. Ce serait irrespectueux d'assumer qu'Amy était influençable au point de ne pas prendre elle-même cette décision. En fait, elle était très forte et indépendante. Bon, les obsèques ont eu lieu 3 jours plus tard, le 26 juillet 2011. Il y a un album posthume qui sort en décembre la même année, Leoness Hidden Treasures. Et en 2013, il y a le frère d'Amy qui va faire des déclarations que j'ai trouvées quand même assez intéressantes. Il rappelle quand même qu'Amy souffrait de boulimie depuis l'adolescence, depuis ses 14-15 ans. Et pour lui, cette boulimie a eu un rôle dans son décès. Elle souffrait très gravement de boulimie. Ce n'est pas une révélation, on le savait rien qu'en la regardant. Elle aurait fini par mourir vu la façon dont elle allait. Mais ce qui l'a vraiment tuée, c'est la boulimie. Je pense que cela l'a rendue plus faible et plus vulnérable. Si elle n'avait pas eu de troubles de l'alimentation, elle aurait été physiquement plus forte. Je sais pas. Oui, je pense que si elle avait été plus remplumée, peut-être qu'elle aurait été plus forte à bien des égards.
mais ça ne veut rien dire. Enfin, tous ceux qui sont décédés d'overdose n'étaient pas forcément maigres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas. Bon, par contre, elle n'a pas fait de testament. Donc, c'est ses parents qui ont hérité de sa succession. Et l'ex-mari, alors lui, il est très fort. Il refait surface en août 2019 et il réclame 1 million de livres sterling sur la succession d'Amy. Quel motif? Bah, il était sa muse. Après tout, si elle ne l'avait jamais rencontré et si il lui avait pas brisé le cœur, elle n'aurait jamais écrit Back to Black, par exemple. Donc elle serait peut-être pas venue la star qu'on connaît, donc il mérite des pépettes. Ah, et bah non. En fait, non, t'as le droit à rien. Bon, bah du coup, il va décider de se venger. Donc, il va essayer de vendre des droits d'une autobiographie, qu'il va pas écrire lui-même, hein, mais en son nom, qui parlerait de ses années intimes avec Amy et ainsi dévoiler la face cachée de sa famille. Et il s'arrête pas là. Il menace encore la famille en disant qu'il va vendre des images inédites qu'il possède, des clichés intimes photographiés lors de sa vie commune avec Amy. Et c'est encore The Sun qui va en parler, car ils vont dire qu'ils ont eux-mêmes été en contact avec Blake, et ils parlent de l'échange téléphonique qu'ils ont eu avec Blake. Alors voici ce que Blake leur disait: je veux de l'argent, j'ai beaucoup de photos inédites d'Amy et moi, je vais bientôt tout raconter et vous parler de sa famille et plus particulièrement de Mitch. Et il y a un proche de la famille d'Amy qui va confier justement au magazine The Sun: Blake a vraiment atteint un nouveau niveau de bassesse en proposant de vendre des images d'Amy en cette période anniversaire, donc pour les 8 ans de sa mort. C'est vraiment la dernière chose dont a besoin la famille, car la douleur est toujours présente. Ils ont entendu parler des projets de livres et d'autres parutions que s'apprête à produire Blake. Ils pensent simplement qu'il est un imbécile et un hypocrite qui a simplement profité d'Amy par le passé. On va plus trop entendre parler de lui, hein, jusqu'à là, forcément. Donc, le 24 avril, ce mercredi, est sorti le film Back to Black, réalisé par Sam Taylor Johnson, celle qui a également réalisé le premier volet des 50 nuances de Grey. Alors dans ce film, c'est Marissa Abela qui prête ses traits à Amy. Apparemment, l'actrice a tenu à chanter elle-même les morceaux, enfin la plupart en tout cas. Et le reste du casting, on a justement le rôle de Blake, c'est Jack O'Connell, et le rôle du père, c'est Eddie Marsan. Et la grand-mère également, c'est Leslie Manville. Alors là, du coup, on est retourné interroger notre fameux Blake. Qu'est-ce qu'il a pensé du film, de la vision de Sam Taylor Johnson? Il y a des parties du film qui m'ont donné l'impression de voir une représentation plus proche de la réalité de cette relation. Il y avait bien des problèmes d'addiction, et c'est ce qui faisait les gros titres et intéressait les paparazzi. Mais ce n'était qu'un aspect des choses. La réalisatrice a pensé qu'il devait y avoir un peu plus dans cette relation qu'un simple consommateur drogué, tel que l'on m'a dépeint, ou quelqu'un qui menait sinistrement Amy vers la dépendance, ce qui n'était pas le cas. J'espère que ce film permettra au public d'avoir un regard plus nuancé sur moi-même et peut-être d'avoir un jour l'occasion de parler avec le père d'Amy. Il y a un ami de Amy qui va également s'exprimer sur ce film. Il s'agit de Tyler James, celui qui a donc aidé Amy à signer son premier contrat chez un label. Alors lui, voilà ce qu'il déclare par rapport au film et par rapport au rôle de Blake. J'aimais bien Blake et je suis content qu'on ne l'ait pas fait passer pour un méchant absolu parce qu'il ne l'était pas. Souvent, il n'y a pas de sympathie pour lui, comme s'il était responsable de tout. Cependant, Amy serait furieuse par rapport au biopic sur la façon dont elle est représentée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit réaliste ou complètement exact, mais c'était pire que ce que je pensais. C'était épouvantable et cela ne lui rend pas justice. Elle était la personne la plus étonnante, la plus belle que j'ai rencontrée dans ma vie. Elle était drôle, intelligente et futée. Cela n'est pas dit dans le film et je le regrette. Alors, je suis passée par plein d'émotions quand j'ai fait mes recherches sur Amy par rapport à ce Blake. Je l'ai vu au départ comme un serpent, je l'ai vu comme la perdition, je l'ai vu comme beaucoup de choses. Mais après, je dirais pas que j'ai changé d'avis, mais disons que je crois que j'avais oublié qu'on parlait d'un junkie. Il l'était déjà quand il a rencontré Amy et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un junkie raisonne et pense comme un junkie et pas comme quelqu'un de normal. Donc à mon sens, je me dis qu'il n'a pas eu les facultés mentales pour continuer à faire son délire de son côté. Hein. Il veut prendre des drogues, prends-les. Mais n'engraine pas ta copine. Si elle te dit « je veux essayer », tu sais qu'elle n'a jamais pris ça.
dis lui bah non je veux pas. Non, lui il était à l'ouest et tout, tu veux bah prends, serre-toi. Voilà, je me dis après tout c'est difficile de juger effectivement des gens addicts comme ça. C'est pas un comportement qui, à mon sens, est représentatif de la vraie personne. Par contre, je note quand même qu'il a voulu se faire du blé sur sa femme, clairement, enfin son ex-femme. Là, les tentatives pour avoir de l'argent sur la succession, mais je jette pas complètement la pierre parce qu'encore une fois, les addicts, c'est un autre monde, c'est autre chose. Mais le tenir pour 100% responsable de la descente aux enfers d'Amy, je sais pas. Il y a toujours un truc, de toute façon, qui déclenche ça. On voit qu'Amy avait déjà une personnalité d'addict par rapport à l'alcool et à l'herbe. Après, ça n'allait pas plus loin. C'est avec lui que ça allait plus loin. Je sais pas. Ce que je vois, c'est qu'on avait une jeune femme qui se démarquait des autres, parce qu'on voit dans les interviews qu'elle est assez particulière quand même. Elle dit ce qu'elle pense, elle n'a pas de filtre. Quand quelque chose l'ennuie ou la gonfle, elle ne prend pas de pincettes. Elle le montre tout de suite, ça se voit sur son visage. Très nature, très brute de décoffrage. Ce qui est bien, au moins voilà, ça prouve qu'elle n'était pas comme tout le monde. Elle voulait pas, comme on le dit, être une Spice Girls. Ça, on l'a bien compris apparemment dans le film. C'est un peu trop répété d'ailleurs. Quel talent parti trop tôt. C'est vrai qu'elle avait vraiment un univers musical très intéressant. On avait l'impression de revenir dans les années 60, mais avec en même temps une touche de modernité. Ce petit truc un peu urbain et soul, enfin c'était un peu un alien quoi, sa musique. On avait l'impression qu'il y avait un petit peu de tout, mais voilà, c'est triste. Franchement, moi je vous dis, d'avoir fait une vidéo sur elle, les recherches et tout, j'étais pas bien du tout. C'est horriblement triste quoi de voir quelqu'un se détruire à ce point. Mais voilà, elle nous a quand même laissé un bel héritage musical. Je vous invite à me laisser votre avis en commentaire, ce que vous pensez de cette femme, de sa vie, de tout ce qui lui est arrivé. Mais par contre, s'il vous plaît, dans la bienveillance, parce que je sais que dès qu'on parle d'addict, certains des fois laissent des commentaires, un peu de respect quand même pour la personne défunte, s'il vous plaît. Les autres qui me suivent régulièrement, je sais qu'avec vous, il n'y a pas de souci, mais voilà, je préviens pour les... Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez le lien en barre d'infos pour profiter de l'offre des 2,03 € par mois, ainsi que les 4 mois gratuits. Et si vous voulez juste tester, vous avez 45 jours pour le faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.